Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être là, Isabelle Alcran. Je vais vous présenter. Isabelle Alcran est docteur en histoire, art et archéologie de l'Université libre de Bruxelles et titulaire d'un master de spécialisation en études de genre. Collaboratrice scientifique au CREA Patrimoine de l'ULB, elle est spécialiste de la céramique grecque des époques archaïques et classiques. Elle nous présente aujourd'hui une intervention intitulée Pour une insurrection féministe des musées d'archéologie. Ce n'est pas une première parce que nous avons déjà fait avant, donc je remercie cette collaboration à plusieurs reprises et l'article aussi que vous avez envoyé pour notre revue Cahiers de muséologie. Et je vous laisse la parole. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Ok. Alors, aujourd'hui, on va parler de plein de choses différentes, à commencer par l'archéologie du genre avant de rentrer plus précisément dans le cas des musées et de la manière dont ils gèrent l'intégration de la dimension de genre dans les salles d'exposition. Alors, en premier lieu, on va définir ce qu'est le genre. Sachant que donc dans nos sociétés occidentales, on a tendance à envisager le système sexe-genre de manière strictement binaire. Donc le sexe est souvent présenté comme une catégorie biologique, immuable, universelle, dans laquelle les individus sont classés en deux groupes, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Et donc, pour reprendre la définition qui est donnée par Laure Berini et ses collègues, le genre est un système de bicatégorisation hiérarchisée entre les sexes et entre les valeurs et représentations qui leur sont associées. À cela, ils viennent compléter la définition par 4 dimensions qui sont 1. Le genre est une construction sociale. 2. C'est un processus relationnel. 3. C'est un rapport de pouvoir. 4. Le genre est imbriqué dans d'autres rapports de pouvoir. Donc on va détailler ça de manière un peu plus approfondie. Alors, en premier lieu, le genre est une construction sociale. Donc pour ceux qui sont disponibles via micro, combien de filles ou de garçons est-ce que vous voyez sur cette image ? Ah, les slides ne sont pas en train de passer, nous sommes encore dans les premiers. Ah, vous êtes encore dans le premier. Ah, ok. Si je mets comme ça, vous voyez l'image ? Oui, maintenant c'est bon, merci. Ok, on va peut-être rester comme ça alors. Donc, maintenant que vous voyez l'image, est-ce que vous pouvez me dire combien de garçons, combien de filles ? Les étudiants, est-ce que vous voyez bien ? Oui, on voit bien. Bah, c'est un peu ambigu, mais j'ai envie de dire que c'est un garçon et une fille. Pourquoi ? Ben, c'est associé à des aux cheveux courts pour le garçon, mais en même temps il a une robe. Donc aujourd'hui, on aurait plutôt tendance à dire que c'est associé à la féminité. Alors, en fait, on a affaire à deux garçons. Donc, le premier, effectivement, il porte une robe rose, et le deuxième porte aussi une robe, mais c'est bien pour vous montrer qu'en fait, le genre n'est pas universel et immuable, et qu'il varie dans le temps et dans l'espace. Donc, par exemple, dans le monde occidental, la couleur rose n'a pas toujours été associée aux femmes. Avant le début du XXe siècle, le rose, qu'on appelait plutôt du rouge pâle, était lié symboliquement au sang et à la guerre, et donc on avait plutôt la tendance à l'associer aux garçons. À l'inverse, la couleur qui était associée aux filles, c'était la couleur bleue, puisqu'elle était la couleur de la Vierge Marie. Et parallèlement à ça, au XIXe siècle, on est encore dans une période où les enfants, quand ils sont petits, ne sont pas présentés en public. Et donc, il n'y a pas cette injonction de pouvoir les différencier, de savoir si on a affaire à une fille ou un garçon, puisque les enfants n'apparaissent pas en société avant d'avoir atteint un âge plus avancé. C'est vraiment dans le courant
du XXe siècle qu'on va avoir une différence qui va se marquer beaucoup plus tôt dès qu'ils sont nouveau-nés entre des couleurs et des types de vêtements associés aux filles et d'autres qui sont associés aux garçons. Alors, ça varie dans le temps, mais le genre varie aussi dans l'espace. Et donc là, je vous mets un extrait d'un livre de Françoise Héritier, une anthropologue française, qui parle de l'identité et du genre chez les Inuits, où elle nous dit « Chez les Inuits, l'identité et le genre ne sont pas fonction du sexe anatomique, mais du genre de l'âme non réincarnée. Néanmoins, l'individu doit s'inscrire dans les activités et aptitudes qui sont celles de son sexe apparent, le moment venu, même si son identité et son genre seront toujours fonction de son âme non. Un garçon peut être, de par son âme non féminine, élevé et considéré comme une fille jusqu'à la puberté, remplir son rôle d'homme reproducteur à l'âge adulte et se livrer dès lors à des tâches masculines au sein du groupe familial, tout en conservant sa vie du rond, son âme non, c'est-à-dire son identité féminine. » Donc, de manière concrète, ce que ça veut dire, c'est qu'on n'est pas homme ou femme de la même manière pendant l'Antiquité, au Moyen-Âge ou à l'heure actuelle, en Asie, en Europe ou dans d'autres régions du globe. Ensuite, le genre est un processus relationnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'étudie pas simplement les femmes quand on étudie le genre. C'est une erreur de penser ça, et il y a quand même beaucoup de travaux qui se limitent à étudier les femmes. En fait, quand on étudie le genre, on va vraiment étudier les relations entre les individus ou les groupes d'individus, les rapports de domination exercés par un groupe sur un autre, les stratégies d'expression des groupes subalternes et la manière dont un objet peut être utilisé pour affirmer une identité. Donc, on parle vraiment de relations. Ensuite, le genre est un rapport de pouvoir. Toujours Françoise Héritier a montré que la différence biologique entre les femmes et les hommes servait de base à une pensée de la différence du féminin et du masculin, et elle nomme cela la valence différentielle des sexes, qu'elle définit en nous disant « La valence différentielle des sexes traduit la place différente qui est faite universellement aux deux sexes sur une table des valeurs et signe la dominance du principe masculin sur le principe féminin. Le rapport homme-femme est construit sur le même modèle que le rapport parent-enfant, que le rapport aîné-cadet et plus généralement que le rapport antérieur-postérieur, l'antériorité signifiant la supériorité. » Donc, si on prend un exemple contemporain, une fille qui va transgresser les normes et faire du foot, par exemple, ça passe parce qu'il y a une sorte d'élévation vers la norme supérieure qui est la norme masculine. À l'inverse, un garçon qui fait de la danse va susciter les moqueries et être beaucoup plus stigmatisé. Donc, cette idée de relation asymétrique et hiérarchique entre femmes et hommes, ça a été déjà théorisé dans les années 70, notamment par les féministes françaises, qui, elles, parlent de rapports sociaux de sexe, puisque le mot genre n'existe pas à l'époque dans le monde francophone. Elles parlent aussi de patriarcat ou de domination masculine. Donc, on est face à un rapport de pouvoir qui implique une hiérarchie des normes associées aux hommes et aux femmes, et qui va culminer dans l'existence d'une dimension normative en matière de sexe, de genre et d'orientation sexuelle, ainsi que de rôle de genre. L'hétérosexualité est donc perçue comme l'orientation sexuelle normale par défaut. Ça, c'est ce qui recouvre cette idée que le genre est un rapport de pouvoir. Ensuite, le genre est imbriqué dans d'autres rapports de pouvoir. En 1989, la chercheuse américaine Kimberly Crenshaw a défini ce qu'on appelle l'intersectionnalité, en traitant dans un article de la double oppression des Afro-américaines en tant que femmes et en tant que noires. L'intersectionnalité permet d'approcher l'imbrication de différentes formes de pouvoir, et on a commencé à l'utiliser pour parler non seulement des rapports de race liés aux rapports de genre, mais aussi en parlant des rapports de classe, de sexualité, d'âge, d'état de santé, d'appartenance religieuse. Tous ces rapports de genre vont donc s'imbriquer dans d'autres rapports de pouvoir et vont se conjuguer pour produire des rapports de domination spécifiques. Alors, toutefois, dans la pratique contemporaine, à côté de cet usage au singulier, le genre, qui définit donc un rapport de domination,
Le terme en est venu à être utilisé comme une caractéristique identitaire individuelle et va recouvrir différents aspects de l'identité avec des termes cisgenre, transgenre, genre binaire, genre fluide, queer, etc. Donc, d'un côté, on a le genre en tant que rapport de domination, et de l'autre côté, les genres pour des caractéristiques individuelles. Alors, une fois qu'on a défini ce qu'est le genre, qu'est-ce que fait exactement l'archéologie du genre? Alors, on va retracer brièvement l'historique de la discipline, puisque l'archéologie du genre est liée au développement théorique de la deuxième vague féministe, qui débute au milieu des années 60 et durant laquelle les luttes vont se situer au niveau de la sexualité, des droits reproductifs, du travail et de la famille. Son influence va marquer durablement la plupart des sciences humaines, en particulier l'anthropologie et la sociologie, qui vont développer des champs d'études des Women's Studies. Dans les années 70, on va voir progressivement l'influence des Women's Studies et d'autres champs de recherche liés à l'étude des femmes et du genre percoler dans les domaines de l'archéologie, en particulier aux États-Unis et de manière indépendante en Norvège. Les premiers articles qui mêlent archéologie et féminisme sont surtout des critiques des conditions de travail, de la domination masculine au sein de la profession, des réflexions sur le manque de représentation féminine dans les musées et une critique de l'androcentrisme qui imprègne les interprétations du passé dans les publications. En cela, on a un article fondateur qui est celui que vous avez ici dans le coin à droite, qui est un article de Marguerite Conky et Janet Spector sur les liens entre archéologie et genre et comment intégrer cette pratique dans l'archéologie. Alors, dans ces premières études, le constat est parfois un peu caricatural, puisque tous ces travaux ont tendance à dire que les femmes sont invisibles dans la profession, sont invisibles dans les musées et sont invisibles dans la recherche. Donc, les premiers articles, les premiers livres vont s'employer à rectifier l'absence des femmes dans la discipline, éviter de reproduire certains stéréotypes qui ont tendance à montrer les femmes comme des sujets passifs qui subissent les événements mis en branle par les hommes et à montrer les femmes comme des sujets impliqués activement dans la fabrique de l'histoire. Cette visibilisation va s'articuler autour de 4 grands axes de recherche dans les années 70 et 80 et qui se poursuivent encore à l'heure actuelle. Alors, comme on l'a dit, ces 4 axes s'attachent non seulement aux femmes, mais aussi à leur rapport avec le reste de la société, aux dynamiques sociales et aux rapports de pouvoir. Avec après, dans les années 90 aussi, la diffusion des théories queer et l'idée de pouvoir aussi travailler sur les questions de masculinité en archéologie. Alors, le premier de ces axes de recherche est la question de la visibilité des femmes dans les interprétations du passé. Donc, les premières chercheuses en archéologie du genre se retrouvent face à des publications qui présentent le masculin comme un universel neutre, et elles vont s'engager dans une réhabilitation des femmes en histoire et en archéologie. Même si les premières archéologues qui ont remis en question l'androcentrisme de la recherche ont insisté sur l'invisibilité des femmes dans les interprétations du passé, le problème principal de ces interprétations consiste avant tout, non pas à ce que les femmes sont invisibles, mais dans le fait qu'elles sont casées dans des rôles de genre stéréotypés, considérés comme universels et immuables. Pourquoi ? Parce qu'au XIXe siècle, quand on commence à faire de l'archéologie, on commence à calquer nos sociétés modernes et à projeter ce que nous faisons de nos rapports sociaux sur les rapports sociaux du passé.
Donc, il y a des problèmes de biais interprétatifs qui se mettent assez rapidement en place et qui vont se retrouver pendant très longtemps dans les publications en archéologie. Alors, par exemple, un de ces biais, c'est l'accent qui est mis sur l'hétéronormativité. L'hétéronormativité, c'est le terme qu'on utilise pour désigner la croyance qui érige l'hétérosexualité en norme et qui voudrait qu'il n'existe que deux genres distincts et complémentaires liés au sexe biologique qui ont des rôles sociaux naturels. Or, quand on projette cette hétéronormativité sur le passé, sur des sociétés anciennes, sur des sociétés qui sont géographiquement éloignées de nous, on risque de commettre des erreurs. C'est notamment le cas quand vous prenez des sociétés où on sait très bien, parce que ça a été documenté par l'ethnographie, que le système sexe-genre est complètement différent du système occidental. C'était le cas, par exemple, des sociétés amérindiennes qui ont des rôles de genre qui étaient complètement différents de celui de la société occidentale au moment de la découverte de l'Amérique, et avec différentes catégories de genre qui n'étaient pas limitées simplement au masculin et au féminin. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le monde occidental a eu tendance à niveler et à imposer son propre système sexe-genre en partant du principe que c'était celui-là qui était le bon, et à essayer d'effacer les autres systèmes qui pouvaient exister dans d'autres sociétés. Alors, si on prend des exemples concrets de ce qui se passe quand on étudie via le prisme du genre le matériel archéologique, on prend l'exemple de base qui est bien parlant, qui est celui de la tombe de Vix. Alors, la dame de Vix a été enterrée dans une tombe à Chartres, qui a été découverte en France du côté de la Champagne, et qui est datée de la fin du VIe siècle. Elle renfermait un matériel archéologique particulièrement riche, et on a assez rapidement identifié la défunte comme étant une femme, mais au départ, pas sur la base de l'analyse du squelette, uniquement sur la base de l'analyse du contenu de la tombe. Il n'y avait pas d'armement qui avait été enterré avec la dame de Vix, et c'est sur la base de cette absence-là qu'on a défini qu'il s'agissait d'une femme. Le problème pour les archéologues qui ont trouvé la tombe dans les années 50, c'est que ça cadrait assez mal avec ce qu'ils connaissaient et ce qu'ils projetaient aussi sur le passé celte, à savoir en premier lieu que c'est probablement la tombe la plus riche de cette époque-là qui existe dans le monde celte. Et comment peut-on expliquer alors qu'on ait donné un matériel aussi riche à une femme? Donc, on a commencé à voir fleurir toute une série d'interprétations pour tenter d'expliquer pour quelles raisons une femme aurait pu être enterrée avec un matériel aussi riche. Alors, en premier lieu, on a cette magnifique interprétation qui est que la dame de Vix aurait été un prêtre travesti masculin. En général, quand on retrouve une tombe de femme avec un matériel très riche, il arrive fréquemment qu'on l'associe à des fonctions religieuses parce qu'on a tendance à projeter sur les sociétés sans écriture, puisque les Celtes n'ont pas d'écriture, ce qu'on connaît des sociétés contemporaines. Donc, par exemple, au VIe siècle en Grèce, on a des rôles de genre qui sont très limités pour les femmes, et notamment la prêtrise est un moyen pour elles d'accéder à une forme de pouvoir. On ne sait pas ce qu'il en est exactement chez les Celtes, mais les archéologues reprennent souvent cet exemple pour essayer d'interpréter les tombes de femmes riches de périodes contemporaines. Et donc, c'est ce qui est arrivé ici avec la dame de Vix. Alors, prêtre travesti masculin, parce qu'elle aurait eu un physique anormal
et ça aurait pu lui donner une fonction élevée. Mais on verra qu'il y a d'autres interprétations qui ont fleuri après ça. Donc, les analyses sur le squelette ont montré qu'elle aurait eu un physique anormal, ce qui, encore une fois, pourrait expliquer ses fonctions de prêtresse. Par exemple, elle aurait été un peu boiteuse, elle aurait eu des difformités sur le visage, mais d'autres analyses par la suite sont venues infirmer les premières analyses ostéologiques et ont montré que, en fait, ces petits défauts qu'on voyait sur le squelette n'auraient pas entraîné d'handicap majeur, ou en tout cas n'auraient même pas été visibles. Mais on en reste limité à cette interprétation qu'elle serait une prêtresse, parce que les archéologues voient mal pourquoi une femme aurait été enterrée avec autant de richesse. Finalement, à partir de la fin des années 90 et du début des années 2000, on va voir des femmes archéologues s'emparer du sujet et proposer une interprétation qui est celle que la Dame de Vix serait en fait une femme de pouvoir. Pourquoi? Alors, je vous ai dit que la tombe de Vix est probablement la tombe celte la plus riche de cette période, mais elle n'est pas la seule. Et il y a un phénomène à cette époque-là où on observe en fait qu'il y a énormément de tombes féminines, riches, dans le monde celte en général. Donc, il ne serait pas complètement incongru de penser qu'on se retrouverait dans des sociétés où les femmes ont pu détenir une forme de pouvoir qui reste à déterminer, mais que les interprétations qui sont liées à la prêtrise sont extrêmement limitatives. Alors évidemment, on a eu d'autres types d'interprétations qui sont aussi apparues, puisqu'il y a autant de tombes de femmes riches dans le monde celtique. On se retrouve avec des interprétations comme celle-ci, où on vous dit que 90% des tombes les plus riches sont des tombes de femmes, et où, regardez ce qui est en rouge, l'interprétation de cet auteur, qui est un homme, nous dit que la femme est ici utilisée pour mettre en avant la richesse de son mari et qu'une femme richement ornementée est un symbole de statut pour un homme. Donc en fait, on dit que les femmes de cette époque n'auraient simplement servi que de potiches pour des hommes dont, par ailleurs, on n'a pas retrouvé de tombe, en tout cas pas de tombe aussi riche que celle des femmes, ce qui est quand même bizarre. Donc on en reste avec notre interprétation selon laquelle ces femmes ont probablement eu une forme de pouvoir qui reste à déterminer, mais ça vous montre aussi l'évolution des interprétations qu'on a pu faire à partir d'une seule tombe et d'un seul contexte archéologique. Alors, si je prends d'autres exemples rapidement, ici, vous avez le bataillon sacré de Thèbes. Le bataillon sacré est un détachement militaire de 300 membres qui a été anéanti par Philippe II de Macédoine et son fils, le futur Alexandre le Grand, en 338 à la bataille de Chéronée. Il était constitué de 150 paires de guerriers, érastes et romaines, donc c'est-à-dire des couples, et ils ont été enterrés sur le site de la bataille où ils sont tombés. C'est un groupe qui a été en activité pendant à peu près une quarantaine d'années, qui a été aussi qui a eu beaucoup de succès en fait, notamment en battant Sparte lors de batailles entre Thèbes et Sparte. Et ici, vous voyez que les paires de couples ont été parfois réunis dans la tombe, puisque vous voyez ici et là qu'on a entrelacé les mains et les bras de certains des soldats du bataillon sacré pour bien illustrer le fait qu'on se retrouve face à des paires de soldats.
Alors, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a souvent eu, en particulier au cours du 19e siècle et au début du 20e siècle, une attitude très négative envers l'homosexualité. Et il faut savoir que ce dessin qui a été réalisé par les archéologues à la fin du 19e siècle n'a pas été publié avant les années 2010. Donc, on peut se demander, est-ce que c'est une certaine forme d'homophobie qui fait qu'on n'a pas publié ce dessin? Est-ce que ce sont nos attitudes modernes par rapport à la sexualité grecque qui ont été projetées sur ce contexte très intéressant? Sachant aussi que pour nous, on se retrouve face à une manifestation de l'homosexualité, mais que quand on reprend encore le genre et qu'on regarde ce qui se passe en Grèce ancienne, l'homosexualité n'existe pas, la sexualité est très différente, les rapports de genre sont très différents, et en fait, un homme peut avoir des rapports sexuels avec n'importe qui, tant que ce n'est pas quelqu'un qui a un statut égal au sien. C'est pour ça que dans les érastes et les éromènes, il y a toujours aussi une différence d'âge. Donc, on est face à un système sexe-genre qui est complètement différent du nôtre et sur lequel il faut éviter de projeter nos propres conceptions modernes. Alors, il faut aussi imaginer que dans ces sociétés, il pouvait parfois y avoir une certaine fluidité de genre. Donc là, je vous montre un exemple que j'ai étudié, qui est la tombe de Macaréus à Athènes. C'est une tombe du deuxième quart du IVe siècle, dans laquelle on a retrouvé du savon, du maquillage, un miroir, etc. Et la stèle funéraire qui se trouve au-dessus de la tombe nous renseigne sur la profession de Macareus, qui est un acteur. Or, dans l'Antiquité grecque à Athènes, les acteurs jouent à la fois les rôles féminins et les rôles masculins. Et le matériel funéraire qu'on retrouve dans la tombe de Macareus, le savon, le maquillage, le miroir, est du matériel qui est typiquement associé aux femmes dans les autres tombes de cette nécropole. Donc, on se retrouve ici face à un contexte où on pourrait indiquer une certaine fluidité de genre pour l'individu qui a été enterré là. Alors, un autre type de contexte intéressant est l'espace domestique. En particulier, quand on prend comme point de comparaison les textes antiques qui nous donnent des informations sur comment est censée se dérouler l'organisation des maisonnées en Grèce ancienne. En particulier, si vous prenez les textes de Xénophon, Xénophon nous dit que les espaces domestiques sont divisés, avec des espaces qui sont réservés aux hommes et des espaces qui sont réservés aux femmes. L'espace réservé aux femmes s'appelant le gynécée. Le problème est que dans les textes, ça fonctionne comme ça, mais quand on essaye d'identifier ces espaces qui sont censés être clairement masculins et féminins dans les maisons, que l'on a retrouvées en fouille, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, vous avez par exemple ici des maisons qui ont été fouillées à Olynte, dans le nord de la Grèce. Et à Olynte, on peut identifier quelques espaces, comme par exemple ici dans cette maison, vous avez la pièce K sur la première maison, qui est ce qu'on appelle un andron, c'est la salle de banquet, dans laquelle les hommes prenaient place pour banqueter, pour boire et manger. Et le reste des pièces de la maison contenait en fait du matériel qui était assez mélangé et qui ne permet pas de définir si ces espaces étaient réservés aux femmes. Alors, il faut savoir aussi qu'on utilise les textes de Xénophon en disant « Ah oui, il y a des espaces séparés », mais on a aussi d'autres textes qui nous disent que les espaces de la maison peuvent être très flexibles, que les chambres, par exemple, peuvent bouger, qu'en cas de température extrême, de forte chaleur ou de froid, on peut déplacer
on peut se déplacer et aller dormir dans d'autres pièces. Donc, grande flexibilité des espaces. Et même l'androne n'est pas une pièce qui peut être strictement réservée aux hommes. Elle l'est lors des banquets. Mais on a aussi des textes qui nous disent que c'est une pièce dans laquelle on peut dormir, par exemple, quand les conditions climatiques sont mauvaises. Donc, l'archéologie nous apprend quand même toute une série de choses par rapport au genre. On peut mettre ça en lien avec des textes antiques pour le cas des sociétés où nous avons de l'écriture. Et l'archéologie du genre nous permet aussi de remettre un peu de nuance dans l'approche qui a été faite des rapports entre hommes et femmes dans ces sociétés anciennes. Alors, je vais passer rapidement là-dessus, mais vous pourrez regarder ça plus tranquillement. Anne Augereau a publié un livre très intéressant sur les femmes néolithiques, où elle reprend dans un tableau les différentes manifestations du genre, comment elles peuvent s'exprimer matériellement et comment on peut les percevoir archéologiquement. Donc, ça peut vous donner des indications sur comment fonctionner pour étudier les contextes au prisme du genre. Alors, j'en profite aussi pour rappeler que le sexisme n'est pas la seule discrimination qu'on va retrouver en archéologie et qu'il y a des discriminations racistes qui ont pendant longtemps imprégné les interprétations des monuments et des chantiers archéologiques. Alors, les interprétations racistes ont pu conduire à des théories ridicules et eurocentriques. Donc, par exemple, il suffit de penser aux grands monuments qui ont été érigés par les Mayas, les Incas, les Égyptiens, où on vient régulièrement avec des théories farfelues selon lesquelles les extraterrestres ont construit ces monuments et qui sont des interprétations complètement racistes puisque on vient expliquer que ces civilisations en dehors de contexte européen n'auraient pas été suffisamment avancées que pour construire elles-mêmes leurs monuments. Alors, un exemple un peu moins extrême de ces interprétations est celui de Great Zimbabwe. Great Zimbabwe est un monument, enfin un complexe vraiment de bâtiments qui a été érigé entre le XIe et le XVe siècle de notre ère. Et il y a eu toute une série d'interprétations de ces bâtiments. Alors, il faut savoir que le Zimbabwe a été gouverné par les Britanniques et s'appelait Rhodésie. Et à l'époque de la domination britannique, un archéologue nommé Peter Garlacki a émis l'hypothèse que ce sont les ancêtres des populations locales, les Shona, qui auraient élevé ces monuments. Peter Garlacki a subi de plein fouet un contre-coup pour avoir exprimé ses théories, puisqu'il a été forcé de s'exiler de la Rhodésie, puisqu'il allait à l'encontre des théories officielles qui voulaient que ce soit les Phéniciens, par exemple, ou d'autres peuples de la Méditerranée qui aient construit ces bâtiments. Encore une fois, il était difficile d'imaginer pour certains archéologues que les populations locales aient pu être suffisamment avancées pour construire des bâtiments de cette ampleur. Donc, vous voyez par exemple ici ce grand monument circulaire. On a des murs qui mesurent jusqu'à 11 mètres de haut sur un périmètre de 250 mètres. Et vous voyez l'épaisseur des murs. Donc, ce sont vraiment des bâtiments gigantesques. Mais là, encore une fois, on retrouve, à côté de nos biais sexistes, d'autres biais qui sont des biais racistes. Alors, le deuxième point sur lequel les premières archéologues du genre se sont concentrés, ce sont les questions liées à la visibilité des femmes dans l'histoire de la discipline archéologique. Alors, quand on vous parle de l'histoire de l'archéologie,
on a tendance à vous parler souvent d'hommes importants, comme Heinrich Schliemann qui a découvert Troie, comme Arthur Evans qui a découvert Knossos, comme William Flinders Petrie qui a fouillé toute une série de sites en Égypte. Et on a tendance à ne pas parler des femmes, voire à penser qu'elles n'existaient pas et n'étaient pas présentes sur les chantiers au début de la création de la discipline archéologique. Or, c'est faux. Et depuis les années 90 en particulier, on voit fleurir toute une série d'études qui visent à mettre en avant le rôle des femmes, de femmes archéologues, sur les chantiers de fouilles à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Et donc, vous avez ici toute une série de publications qui ont eu pour but de retracer des biographies de femmes, ainsi que le site Trollblazers, qui est un site sur lequel vous allez pouvoir retrouver de courtes biographies de femmes archéologues, essentiellement dans le monde anglo-saxon. Alors, il y a des femmes dans l'archéologie dès les débuts de la discipline, mais elles ont eu évidemment beaucoup de difficultés à s'insérer dans le milieu de l'archéologie. Une des stratégies qui pouvait être mise en œuvre, c'était par exemple d'épouser un archéologue, ce qui permettait aux femmes de pouvoir continuer à travailler sur les chantiers. Là, je vous montre une photo de Hilda Petrie, qui est la femme de William Flinders Petrie, qui a travaillé avec lui en Égypte et qui n'a jamais retrouvé son nom sur les publications de son mari, alors qu'elle faisait un énorme travail sur les chantiers de William Flinders Petrie, notamment en préparant les plans, les dessins pour les rapports de fouilles. Elle retravaillait les textes de son mari avant les publications et elle s'occupait en grande partie de l'intendance sur le chantier de fouilles. Alors souvent aussi à cette époque-là, le fait de se marier mettait bien souvent un terme à la carrière archéologique, mais certaines femmes, après que leurs enfants soient devenus grands et quitté la maison, pouvaient se remettre parfois à l'archéologie. Alors, ça a été souvent aussi compliqué de se faire une place sur les chantiers pour les femmes qui n'étaient pas mariées à un archéologue, d'autant plus qu'il y avait à cette époque-là toute une série de stéréotypes sexistes envers les femmes. On a par exemple le directeur de l'école américaine d'archéologie en Grèce qui nous dit, à la toute fin du XIXe siècle, les femmes ne peuvent pas bien voyager dans l'arrière-pays en Grèce, ni participer au travail actif de fouille. D'ailleurs, jusqu'en 1908, à l'école américaine, les femmes n'ont pas l'autorisation de la part de la direction de participer au chantier de fouille, alors que les hommes qui sont inscrits dans les programmes de l'école l'ont bien évidemment. C'est dans ce cadre que Harriet Boyd, qui est une étudiante de l'école américaine, décide de partir de la Grèce continentale, puisqu'elle ne peut pas participer aux fouilles de l'école américaine, pour mettre en place sa propre fouille sur des chantiers en Crète. Elle va mettre en place une collaboration avec une autre archéologue, qui est Edith Hall, et là, vous les voyez toutes les deux, ici, avec tout le groupe d'ouvriers sur leur chantier de fouilles en Crète. Alors, évidemment, comme je vous disais, le mariage peut parfois mettre un terme aux activités de fouille. Ça a été le cas pour Harriet Boyd, qui, lors de son mariage, a arrêté de fouiller. Donc, elle s'est consacrée, après son mariage, dans les années qui ont suivi, à la publication de ses travaux de fouille. Mais elle a enseigné ensuite dans un collège à Boston et elle n'a plus jamais
fouiller en Grèce pour le reste de sa carrière. Alors, durant l'entre-deux-guerres, on va voir aussi la présence des femmes s'accroître dans les musées. Pourquoi? Parce que, comme nous le dit William Henry Fox, directeur du musée de Brooklyn en 1933, les femmes sont particulièrement adaptées au travail muséal à cause de leur amour du beau, de leur adaptabilité et de leur patience pour le travail de détail. Et donc, pourquoi on va retrouver des femmes dans les musées? Donc, à cause de cet amour du détail, et aussi parce que se met assez rapidement en place une forme de division des tâches sur les chantiers de fouilles. Donc, vous voyez qu'il y a des femmes très rapidement, dès la fin du 19e siècle, sur les chantiers de fouilles, mais assez rapidement, on va vraiment mettre en place une sorte de division sexuée des tâches, avec d'un côté les hommes qui sont sur le terrain, qui fouillent et qui font du travail physique, enfin, avec la supervision évidemment de tous les ouvriers. Et puis de l'autre côté, on a souvent sur les chantiers de fouilles les femmes qui vont être cantonnées à la maison de fouille, dans les laboratoires, pour travailler sur le catalogage du matériel, sur les dessins, la photographie une fois que ce sera utilisé sur les chantiers, la restauration, toutes ces petites tâches minutieuses et essentielles, mais qui ne sont pas considérées comme aussi importantes que le travail de terrain. C'est aussi à ce moment-là qu'on va voir que pour pouvoir s'intégrer dans l'archéologie, les femmes vont aussi développer des stratégies du type avoir un propre sujet, leur propre sujet de niche. Donc, parmi ces stratégies, vous voyez la spécialisation dans des régions époques qui ont suscité peu d'intérêt. C'est ce qui permet à certaines femmes de pouvoir s'intégrer dans la profession. Les formations complémentaires, par exemple la dendrochronologie ou la pétrographie, le fait d'être une spécialiste dans ces domaines-là vous permet d'aller de chantier en chantier et de développer une expertise qui vous fait rester dans la profession, plutôt que d'être un archéologue généraliste, on va dire. Les hommes n'ont pas besoin de faire ce genre de choses pour pouvoir rester dans la profession. Ensuite, le renoncement au mariage. Il y a toute une série de femmes archéologues qui ne se sont jamais mariées, justement pour pouvoir continuer à travailler sur les chantiers. Alors, comme on l'a vu avec Hilda Petry, le travail non rémunéré pour le conjoint a été aussi une stratégie pour pas mal de femmes archéologues pour rester dans la profession. Ensuite, les interruptions de carrière jusqu'à la majorité des enfants. Parce qu'on a vu, par exemple, des femmes qui ont repris leur carrière une fois que les enfants ont quitté le foyer. La réorientation vers l'archéologie locale après le mariage, donc ça, il y a plusieurs exemples aux États-Unis, de ce qu'on appelle la backyard archéologie, c'est vraiment l'archéologie d'arrière-cour, où plutôt que de partir à l'étranger, d'aller en Grèce, en Italie pour pouvoir faire des fouilles, en Égypte ou au Moyen-Orient, les femmes aux États-Unis ont eu tendance à se réinvestir dans l'archéologie locale qui était à proximité de leur maison pour pouvoir continuer à travailler dans le domaine. Et ensuite, il y en a toute une série d'autres qui se sont concentrés sur le travail de vulgarisation, puisque, encore une fois, c'est jugé moins important, moins essentiel, et lié aux activités des femmes, puisqu'il y a le côté transmission, éducation, etc., qui est lié à ce travail de vulgarisation. Alors, enfin, je finis cette partie liée à la visibilisation des femmes dans le métier de l'archéologie et dans l'histoire de la discipline, par un exemple qui est assez connu, qui est celui de Mary Ross Ellingson, qui a participé aux fouilles d'Olynte. On vient de parler des maisons d'Olynte pour la division des espaces domestiques. Et donc, Olynte est ce site qui est ici, dans le nord de la Grèce, qui est un site d'habitat. On retrouve énormément de maisons sur ce site, et c'est un site qui a été rasé par Philippe II de Macédoine en 348 avant Jésus-Christ, ce qui nous donne évidemment, pour les archéologues, un aperçu assez intéressant des maisons du IVe siècle, puisque le site n'a pas été réoccupé par la suite. Donc on a vraiment un état du IVe siècle au moment de 348, quand le site a été
abandonné et rasé par Philippe II de Macédoine. Alors, quand ce site est fouillé, les premières années, donc dans les années 20-30, par ici David Robinson, il est assez déçu puisque dans les années 20-30, on veut surtout trouver des temples, des monuments importants, des inscriptions. Et lui se retrouve avec une ville composée de maisons avec du matériel domestique qui est évidemment bien moins prestigieux que ce qu'il pourrait trouver. Les premières publications qui vont sortir sur le site sont plutôt bâclées et on a des critiques qui paraissent dans la presse spécialisée à l'époque qui disent que les premiers volumes où il rend compte de ses trouvailles sur le site sont plutôt mauvais. C'est dans ce contexte-là, lors de la deuxième campagne de fouilles, que Mary-Rose Ellingson arrive sur le chantier et elle va se retrouver dans une période de crise, puisque Robinson est bien au fait des critiques qui ont été formulées contre son travail, et il décide de réviser sa manière d'aborder le chantier. Donc, lors de la première campagne de fouilles, les femmes se trouvaient dans le labo, il y avait des hommes sur le terrain. Quand Mary-Rose Ellingson arrive, il décide de mettre aussi bien les femmes que les hommes sur le chantier pour superviser les ouvriers. Après, chacun de ces étudiants qu'il a accompagnés sur le site va se voir confier un dossier et Mary-Rose Ellingson va se retrouver avec la publication, en tout cas avec une recherche à mener pour son mémoire et puis pour sa thèse de doctorat sur les terres cuites d'Olynte. Vous voyez des statuettes de ce type-là. Et là, vous voyez quelques photos, notamment celle-ci, où vous voyez l'équipe qui est sur le terrain. Et Mary-Rose Ellingson va donc réussir à faire le catalogage, des dessins, des moules, et à mener une recherche sur les terres cuites d'Olynte, recherches qui vont ensuite être publiées sous le nom de David Robinson dans la série des fouilles d'Olynte. Et donc c'est un chercheur en 2014 qui a révélé le poteau rose et qui, en comparant dans les archives la thèse et le mémoire de Mary-Rose Ellingson, a pu montrer que 95% du texte était identique à celui qui avait été publié sous le nom de David Robinson. Donc on se retrouve là face à une énorme affaire de plagiat qui montre bien le sexisme qu'il y a dans la discipline, puisqu'il a bien choisi une femme pour plagier ce travail. Et Mary-Rose Ellingson a ensuite occupé un poste dans une petite université pour enseigner les langues anciennes. Elle n'a jamais rien publié d'autre et elle n'est jamais retournée en Grèce pour fouiller. Alors, j'en arrive au troisième point qui concerne les questions d'égalité et d'équité dans la discipline archéologique. Alors, au moment où les premières archéologues spécialisés dans les questions de genre vont publier dans les années 80, il y a très rapidement cette question de l'égalité et de la place des femmes dans la discipline qui va apparaître et qui va être au centre des préoccupations, puisqu'il y a cette idée que si vous êtes sexiste sur votre chantier, vous allez être sexiste dans vos interprétations du passé. Tout est lié. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de mettre en avant les mécanismes sexistes qui existent sur les chantiers, dans la recherche, dans les interprétations du passé, et d'essayer de renverser tout ça. Alors, il y a toute une série d'études qui ont été menées depuis cette période. J'ai notamment participé avec toute une série d'autres archéologues et le groupe Peytat-Truel à une enquête qui a été menée à l'échelle européenne, où nous avons eu plus de 1100 répondants. Une enquête qui visait à demander à des archéologues s'ils avaient subi une forme de discrimination au cours de leur carrière. Toute discrimination confondue, donc à la fois des pressions morales, du harcèlement moral, des agressions sexuelles,
des remarques sexistes, de l'homophobie, de la transphobie, de la lesbophobie. Donc, il y a 18 formes de discrimination qui ont été étudiées. Et le résultat de cette enquête a montré que 82% des répondants ont déclaré avoir subi une forme de harcèlement à un moment de leur carrière. Sachant qu'on parle en majorité de chantiers, mais aussi d'étudiants qui ont subi du harcèlement lors de leurs études, par exemple, à l'université. Alors, les différents mécanismes sexistes qui ont été étudiés montrent notamment que le nombre de femmes dans l'enseignement supérieur et la recherche tend à être encore complètement inégal, puisque la proportion de femmes qui fait des études d'archéologie est très élevée par rapport au nombre de femmes qui obtiennent des postes définitifs dans les universités. Les études ont montré aussi que les promotions n'étaient pas forcément accordées ou étaient retardées, ou en tout cas arrivaient beaucoup plus tard dans leur carrière par rapport à celles des hommes. Et des phénomènes récurrents de sexisme et de harcèlement qui ont été également mis en avant, et on va reparler de la question des publications tout de suite, puisque il y a eu aussi des études qui ont montré que, en étudiant certaines revues d'archéologie, on peut voir qu'en fait, l'évolution est très lente par rapport au nombre de femmes qui sont premiers auteurs dans ces publications. La grande majorité d'auteurs qui sont publiés sont des hommes. Encore et toujours pour l'instant, alors qu'on sait la grande proportion de femmes qui sont présentes dans la recherche, notamment au stade du doctorat et des post-doctorats. Alors encore une fois, ici, on est dans le phénomène des citations, et plusieurs revues ont été analysées pour voir quelle était la manière de citer. Et en fait, les hommes ont tendance à citer beaucoup moins souvent les femmes, alors que les femmes se citent plus souvent entre elles. Alors, dans certaines revues, on est à peu près à la parité, mais il y a d'autres revues où il y a des disparités très grandes entre le nombre de citations d'ouvrages et d'articles de femmes et ceux qui sont réalisés par des hommes. Alors, pour tenter de remédier à une partie de ces problèmes, une des approches qui a été développée est celle du groupe Peytat-Ruel en collaboration avec l'association Archéoéthique, qui est de proposer une exposition intitulée Archéosexisme, qui a voyagé dans toute une série d'universités en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, aux États-Unis. Et cette exposition est basée sur des témoignages qui ont été recueillis par le Tumblr Peytat-Ruel, qui ont été mis en dessin par des dessinatrices et qui vous montrent en fait les témoignages tels qu'ils ont été rapportés par les personnes qui les ont vécus. Ça permet, en installant ces dispositifs dans les universités, de faire prendre conscience dans les départements d'archéologie qu'il y a un problème récurrent et systémique sur les chantiers d'archéologie. Et donc, je vous le disais pour les archéologues du 19e et du début du 20e siècle, mais en fait, cette question de la division des tâches sur les chantiers est quelque chose qui se produit encore à l'heure actuelle, avec toute une série d'autres phénomènes sexistes que l'on peut voir également sur les chantiers, avec des phénomènes de harcèlement, d'agression, de remarques déplacées. Et donc, par exemple, là, je vous ai mis une des affiches qui dit « Je t'aurais bien mis la main aux fesses, mais ma femme n'est pas loin ». Et donc ça, ce sont des témoignages réels qui ont été recueillis par Peytat-Ruel, et ça permet d'éveiller les consciences.
Alors, enfin, on va en venir à la question de la représentation des femmes dans, on va dire, les musées et la vulgarisation de la recherche. Alors, on va s'intéresser en premier lieu à la question des images qui sont utilisées dans les musées pour véhiculer une idée de comment fonctionnaient les sociétés du passé et comment s'articulaient les rapports sociaux. Alors, de la même manière, dans les années 80, on va voir, en même temps que toutes les prises de conscience sur l'histoire de la discipline, sur l'interprétation du passé, etc., émerger une conscience sur ce qui se passe dans les musées. Les publications qui sont centrées sur ce sujet spécifique se sont attachées aux stéréotypes et aux biais qu'on va retrouver dans les expositions, qu'elles soient permanentes ou temporaires, lorsqu'elles abordent les femmes dans les sociétés anciennes. Alors, ici, on n'est pas dans une question uniquement de quantitatif-qualitatif. Donc, ce n'est pas une question de est-ce que le nombre de femmes qui sont mentionnées est suffisant ou pas. Ce n'est pas complètement le sujet, puisque si vous parlez à 50% de femmes, comme vous parlez à 50% d'hommes, mais que vous en parlez mal, ou que vous mettez plein de stéréotypes dedans, ça ne va pas forcément aider à faire avancer le sujet. Donc, il y a une balance et un équilibre à trouver, et ça implique beaucoup de remise en question de la part des conservateurs. Ça implique qu'il y ait un intérêt de leur part pour pouvoir s'emparer de ces questions-là. Et évidemment, c'est plus facile à mettre en œuvre dans des expositions temporaires que dans les expositions permanentes, où on ne fait pas tous les ans un renouvellement complet de la présentation des objets, des textes, etc. Alors, il y a beaucoup de chercheuses en Espagne qui se sont intéressées à ce sujet de la place des femmes et des hommes dans les représentations qui sont mises en place dans les musées. Elles ont étudié à la fois les textes, les images, les types d'objets qui sont présentés. Et ce qu'elles nous disent, c'est qu'on va retrouver le plus souvent dans les expositions l'homme qui est présenté comme porteur de la narration. C'est l'acteur principal, c'est le sujet principal de l'histoire. Et souvent, les femmes ont une espèce de rôle ornemental. Elles ne sont pas essentielles pour la compréhension du sujet. Donc, pour incorporer le genre dans les pratiques muséales et les représentations, on va devoir passer par une approche orientée vers la vie réelle des femmes, leurs nuances, leur complexité, les expériences différentes vécues par les différents groupes de femmes au sein d'une société. Alors, une première approche de ces expositions a permis de vérifier qu'il existe des égalités assez nettes dans le nombre de femmes et d'hommes qui accompagnent les images qui illustrent le texte écrit dans ces musées. Les chercheuses espagnoles ont constaté une nette absence de représentation féminine, soit les femmes n'apparaissent pas du tout, donc c'est ce que vous avez par exemple ici, ou alors elles apparaissent dans des scènes qui sont très déséquilibrées, où il y a une domination des personnages masculins, ou alors elles accomplissent des tâches qui sont jugées moins importantes, elles sont placées à l'arrière-plan, et donc ça a tendance à donner l'impression que les hommes sont des protagonistes très actifs de la vie publique, comme c'est le cas ici, alors que les femmes sont absentes du tableau. Donc là, on est censé avoir une représentation d'une scène de l'époque romaine, et vous voyez qu'il n'y a pas de femme qui apparaît dans l'image. Alors, en plus, on a souvent tendance à montrer les femmes dans des attitudes qui sont passives, à l'arrière-plan, comme je le disais, souvent aussi dans des espaces intérieurs. Donc là, vous avez une scène dans un espace public, mais on verra que souvent, les femmes sont associées aux tâches domestiques et donc à la maison. Elles sont montrées en intérieur.
Et on va aussi souvent les montrer dans des positions de soumission où elles vont être par exemple agenouillées, penchées, tandis que les hommes sont plutôt représentés debout dans les scènes de plein air. Donc, l'approche traditionnelle des musées a tendance à cimenter la notion que les rôles de genre sont immuables à travers l'histoire et à travers toutes les cultures. Et dans cette optique, pour essayer de remédier à ce problème, les chercheuses espagnoles plaident pour l'introduction d'une perspective de genre dans les musées, pour éviter justement ce fameux biais androcentrique et offrir une vision plus nuancée des individus et des groupes sociaux dans l'Antiquité. Alors, comment est-ce qu'on met ça en place? Ça passe notamment par la création d'expositions. Donc, par exemple, ici, vous avez une exposition qui s'intéressait aux femmes et à la vie des femmes dans la Mésoamérique préhispanique, et aussi en mettant cela en lien avec les femmes du monde ibérique. L'idée était de pouvoir mettre en avant l'importance des activités de soins et de maintenance qui ont tendance à être dénigrées, puisque dans nos sociétés à nous, elles le sont. Hein, le fait d'être une mère au foyer, de s'occuper des enfants, de s'occuper de l'éducation, de s'occuper des tâches domestiques, ce n'est pas valorisé. Et donc, on a tendance à projeter ça sur le passé et aussi à ne pas valoriser ces tâches-là qui sont pourtant essentielles. Donc, une idée, c'est de mettre en avant ces tâches-là au sein d'une exposition. Ça va inclure toute une série donc, de tâches essentielles, comme je vous le disais. Par exemple, le transport de l'eau et du bois de chauffage, le fait de prendre soin des membres de la communauté, de la fabrication du textile, qui est souvent associé aux femmes, mais qui est évidemment essentiel, les processus d'apprentissage, etc., etc. Donc, l'idée est vraiment de montrer qu'on a là des activités essentielles pour la communauté, même si elles ne sont pas présentées comme telles dans la plupart des autres types d'expositions. Alors, je vais vous montrer ensuite un exemple du Musée archéologique national de Madrid, où on a intégré les activités des femmes dans les nouvelles salles d'exposition pour montrer qu'elles participent à des tâches essentielles pour la communauté, par exemple la mouture du grain. Et on a un texte qui nous montre que l'activité est un labeur difficile et dur, c'est un travail physique exigeant, et on représente la femme qui fait cette activité essentielle et donc physiquement difficile, comme ceci. Ce qui évidemment passe complètement à côté du sujet, puisque on ne montre ici qu'une femme qui est sexualisée, représentée de manière désirable, mais on ne montre pas du tout, en tout cas ce que le texte tente à vouloir montrer, à savoir une femme qui mène une activité essentielle pour la communauté et qui fait un travail difficile et exigeant. Alors, un autre exemple de biais androcentrique qu'on peut retrouver souvent dans les musées est la représentation de l'évolution de l'homme. Quand vous pensez à l'évolution de l'homme, vous imaginez cette file depuis l'Australopithèque jusqu'à l'Homo sapiens, où on a représenté à chaque fois des hommes. Certains musées essayent de prendre un peu le contre-pied de cette vision que l'on a tendance à retrouver assez souvent, et de montrer une autre manière, d'une autre manière, les premières espèces d'hominidés. Donc ici, par exemple, au musée d'Altamira, on n'a pas uniquement des représentations d'hommes pour montrer cette évolution des espèces d'hominidés. Vous avez des représentations ici où vous voyez à la fois des femmes et des hommes sur les différents panneaux de l'exposition.
Donc, dans le contexte de la préhistoire, il y a aussi une prédominance des scènes qui lient l'art paléolithique au monde masculin. Donc, dans certains exemples positifs, on peut observer une scène ici du paléolithique supérieur, à l'époque magdalénienne, où on voit une femme en train de peindre une représentation animale sur la paroi d'une grotte. Ça fait partie d'une installation qui est au musée archéologique des Asturies et qui nous montre donc qu'on peut sortir de ce schéma et de ce cadre de pensée qui fait que quand on pense à l'homme préhistorique en train de peindre des scènes dans les grottes de Lascaux ou de Chauvet, on imagine systématiquement un homme. Mais au final, on a très peu de preuves, que ce soit dans un sens ou dans un autre, qui nous permettraient de dire si c'est bien un homme ou une femme qui a peint les représentations. On a par contre, pour certains types d'images, des indices qui nous laissent penser que effectivement les femmes participaient à l'élaboration des dessins que l'on retrouve sur les parois des grottes. Donc, vous voyez par exemple ici les mains négatives ou des mains positives qui ont été retrouvées dans des grottes. Il y a des analyses qui ont été menées sur l'indice de Manning, qui est le rapport proportionnel qui est établi entre la longueur de certains doigts, qui est différent chez les hommes et chez les femmes. Et ces mains ont été analysées dans différentes grottes un peu partout dans le monde. Et les résultats de ces analyses tentent à montrer qu'on avait aussi bien des hommes que des femmes et des enfants qui pouvaient apposer leurs mains sur les parois. De là, on peut s'imaginer, s'ils sont capables de faire des mains positives et négatives, pourquoi est-ce que les femmes n'auraient pas pu également participer à l'élaboration des peintures rupestres? C'est le parti qui a décidé de prendre le musée archéologique régional de la communauté de Madrid en élaborant l'affiche que vous voyez ici pour une exposition qui a eu lieu dans le musée est consacrée à l'art paléolithique. Et ça a provoqué une sorte de tollé, évidemment, cette représentation de femmes, puisque les arguments conservateurs sont ressortis du oui, mais rien ne prouve que ces artistes étaient des femmes, mais on a un peu envie de répondre que rien ne prouve non plus que ces artistes étaient des hommes. Donc, simplement en changeant le sexe de l'artiste qui représente les scènes sur une paroi, ça peut déjà provoquer une conversation ou des réactions parfois négatives, mais en tout cas, ça permet d'offrir une autre vision de la préhistoire. Une vision qu'on n'a pas forcément toujours l'habitude de voir, ou en tout cas de présenter aux enfants. Si vous pensez aux livres, aux manuels d'éducation que les enfants peuvent avoir, il y a aussi beaucoup de stéréotypes qui sont véhiculés là-dedans, et notamment celui de l'homme artiste de la préhistoire. Donc, ça permet de bousculer un peu les codes et de faire se poser des questions. Au final, pourquoi est-ce que les femmes n'auraient pas pu, elles aussi, peindre les parois des grottes ? Alors, récemment, suite à ces recherches et à ces remises en question de la manière de présenter les femmes et les hommes dans les expositions, on a vu toute une série de musées, comme par exemple le musée ici d'Alicante, repenser la manière de présenter des images qui montrent le travail effectué par les hommes et les femmes. Donc vous voyez ici, par exemple, deux femmes, une qui est en train de filer la laine et l'autre qui s'occupe des moutons. L'activité textile est clairement associée aux femmes dans la majorité des sociétés antiques de la Méditerranée, et donc ce n'est pas une image qui est complètement à côté de la plaque, c'est tout à fait réaliste.
Et ça nous montre bien aussi une activité qui est essentielle. Ça a l'air tout à fait trivial pour nous, puisqu'évidemment, on peut rentrer dans un magasin et s'acheter un vêtement. À l'époque, il faut bien s'imaginer que la majorité de la production textile se fait à une échelle domestique, et que donc cette activité est évidemment essentielle. Si les femmes ne sont pas là pour filer la laine, tisser et produire des vêtements, il n'y a pas de vêtements du tout. Alors, toujours dans le même ordre d'idée, vous avez d'autres images ici du musée archéologique régional de Madrid qui vous montrent l'intégration à la fois de femmes et d'hommes et d'enfants dans des activités de groupe. Donc, par exemple, vous avez ici le dépeçage d'un Elephas antiquus, où vous voyez que tout le groupe en fait collabore, à la fois des femmes, des hommes. On a un enfant qui apparaît dans le champ, parce que évidemment le dépeçage d'un animal de cette taille-là était une activité qui nécessitait l'implication entière du groupe. Et de la même manière, vous voyez ici que on a représenté une femme et un homme dans cet atelier de potier pour bien montrer que l'ensemble de la communauté participe à ce type d'activité. Alors, ce n'est pas parce que les expositions sont récentes qu'elles sont forcément dénuées de tout sexisme. Alors ici, vous avez un exemple que j'ai étudié récemment, qui est celui du Musée des sciences naturelles de Bruxelles. Dans ce musée, vous avez une galerie qui est consacrée à l'évolution humaine. Vous voyez ici, le titre de cette galerie apparaît dans 4 langues différentes. La galerie de l'homme, en néerlandais de Galerij van de Mens, en allemand Die Galerie des Menschen et en anglais The Gallery of Humankind. Alors, ce qui est assez intéressant ici, c'est que dans 3 cas, en néerlandais, en allemand et en anglais, le mot qui est utilisé renvoie à l'humanité. Alors que le titre français de cette galerie, c'est la galerie de l'homme. On renvoie à ce qui est considéré comme un universel neutre, mais ça reste quand même le mot homme. Et dans l'esprit de la plupart des gens, ça va renvoyer effectivement au masculin et pas à du neutre. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que sur cette grande affiche, donc tout ça c'est à taille humaine, hein, vous allez avoir toute une série de personnages dont plus de la moitié sont des femmes. Et le site, attendez, je retrouve ma petite citation. Donc, le site internet explique l'illustration de l'affiche et explique donc qu'il souhaite casser les clichés liés à l'évolution humaine. Et là, je cite, « Et tant que nous y étions, nous avons choisi de casser un dernier cliché en utilisant aussi des femmes pour illustrer l'évolution de l'homme. » Donc, l'effort iconographique est assez louable, hein, mais c'est plutôt raté pour ce qui est du texte, puisque le mot « homme » est censé renvoyer à l'ensemble de l'humanité, mais on se demande si une galerie de l'humanité n'aurait peut-être pas atteint plus efficacement cet objectif. Alors, je me suis amusée aussi à compter les occurrences des mots liés aux hommes, aux femmes et à l'humain dans les dispositifs muséaux de ces salles. Donc, vous voyez ici, on a des tables à l'horizontale sur lesquelles sont posés du texte. Et dans ces textes, on a des occurrences de renvoi au masculin à un peu plus de 42%. Les termes femmes, femelles sont utilisés 3 fois sur les 75 panneaux. Donc, on est à 3% d'utilisation de mots qui renvoient au féminin. Et les termes humains ou préhumains sont utilisés dans 54% des cas.
Donc, on voit que même s'il y a une tentative d'effort dans les visuels qui ont été faits, au final, le résultat dans les textes fait qu'il y a quand même encore une grande proportion de renvoi au monde masculin qui se fait. Alors, la plupart des textes sont écrits à la troisième personne du singulier et au masculin. Les femmes ou les mentions du féminin sont donc presque absentes. Et le résultat n'est pas neutre, puisque on va utiliser souvent dans les textes des qualités qui sont traditionnellement associées au masculin pour renvoyer aux humains et aux préhumains. Alors qu'un mâle et une femelle de l'espèce Paranthropus bosei, donc là, on est ici dans le fond de la salle, sont présentés sous forme de sculpture. Le titre du panneau qui est à côté et qui explique les différences de stature entre les sexes s'intitule « Des mâles costauds ». Alors, à côté de certaines autres espèces, on va avoir des adjectifs ou des noms qui vont les qualifier et qui vont nous dire, par exemple, que l'Homo erectus est un explorateur, que l'Homo heidelbergensis est un grand gaillard costaud. Évidemment, il n'y a rien qui indique si la femme de cette espèce est elle aussi une grande gaillarde costaude ou si elle est une petite créature chétive. Et l'Homo sapiens est présenté comme un conquérant. Une espèce d'Australopithèque aurait-il pu utiliser des outils rudimentaires? Et l'Homo habilis est-il le premier artisan? Alors, à côté de ces dispositifs, vous avez toute une série également d'écrans tactiles sur lesquels vous pouvez, avec lesquels vous pouvez interagir pour avoir des informations supplémentaires. Et par exemple, à côté de l'Homo floresiensis, vous avez une sculpture de femme. L'image qui est sur l'écran est celui d'une femme et le titre principal sur l'écran est « Le plus petit homme ». Ensuite, dans les salles qui sont consacrées à l'évolution des humains et préhumains, vous allez avoir ces sculptures qui sont représentées à taille réelle. Et dans ces sculptures, là, il y a un bon rapport qui s'est établi, puisqu'on a 14 sculptures et 9 d'entre elles sont des femmes. Mais comme je vous le dis, à côté, les textes ont plutôt tendance à renvoyer au masculin. Il y a également deux petits dioramas qui apparaissent dans l'exposition. Le diorama que vous voyez ici a tendance à montrer encore une fois les personnages dans des tâches qui sont stéréotypées. Donc, on a un homme qui amène du bois, ici un homme qui rôtit de la viande, et derrière, on a une femme qui allaite un bébé, un enfant qui mange de la viande et une autre femme qui est en train de dormir. Donc, on va montrer ici les hommes dans des tâches actives et les femmes sont présentées de manière passive ou en train de s'occuper de tâches liées à ce qu'on appelle le care, donc aux soins de la famille et des enfants en particulier. Donc, ça, c'est le topo, en fait, qu'on pourrait dire sur ce qui se passe dans les musées. Même quand il y a un effort plus ou moins louable qui peut être fait, il reste quand même souvent pas mal de travail derrière pour essayer de débusquer et de supprimer tous les stéréotypes qui imprègnent encore les expositions. Alors évidemment, c'est difficile puisqu'il faut s'inspirer évidemment de la recherche et des dernières avancées de la recherche pour pouvoir ensuite le traduire en exposition. Donc, on a vraiment besoin qu'il y ait beaucoup de recherches qui soient faites sur la place des femmes et des hommes pour essayer de représenter en tout cas une vision beaucoup plus nuancée et moins stéréotypée dans les musées. Alors évidemment, ça reste difficile puisque l'archéologie n'est pas exclue de la société et qu'on reste dans un environnement qui est de manière systémique, sexiste et discriminatoire. Alors ça marche évidemment dans les musées, mais dans les autres médias qui sont liés à la vulgarisation ou au divertissement, on retrouve également ces stéréotypes. Alors, je prends un dernier exemple, qui est celui du film The Dig,
qui a été présenté sur Netflix l'an dernier et qui raconte l'histoire réelle de la fouille de Sutton Hoo en Angleterre, avec une série de personnages qui ont réellement existé, qui ont été repris, mais d'une manière légèrement différente dans le film. Et donc, vous avez par exemple ici Edith Pretty, qui est la propriétaire du terrain et qui va engager un archéologue pour mener les fouilles, qui est en fait beaucoup plus âgée. Elle avait 55 ans à l'époque où la fouille a eu lieu, et elle est représentée dans le film par une actrice beaucoup plus jeune, ce qui a tendance à infantiliser le personnage. Ensuite, vous avez le personnage de Peggy Piggott, qui est une archéologue qui va mener des fouilles sur le site. Alors, elle avait 27 ans au moment de la fouille, et dans le film, elle est dépeinte comme étant jeune et maladroite, alors qu'elle avait en fait une énorme expérience de terrain. Donc, elle est à la fois infantilisée, parce que aussi représentée très jeune, et déqualifiée dans le sens où on la présente comme quelqu'un de pas compétent, de maladroit, qui casse des trucs sur le chantier. Et enfin, on a un exemple d'effacement, puisque en fait, à des fins de romance, on a remplacé les deux photographes qui participaient à la fouille, qui étaient des femmes, Mercy Lack et Barbara Wagstaff, par un personnage fictif masculin. Et donc, on se retrouve ici face à un film présenté au grand public qui montre une fouille réelle, qui est censée présenter des éléments réalistes, mais qui, d'une certaine manière, va donner une image extrêmement sexiste, infantilisée, déqualifiée des personnages féminins qui ont participé à cette fouille. Voilà. Donc, pour conclure, je vous dirais que l'archéologie du genre ne se limite donc pas à faire l'histoire des femmes, même si on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que à chaque fois, il faut bien penser aux rapports de genre qui existaient dans la société, et que l'importance des dynamiques sociales doit apparaître dans les travaux qui sont menés en archéologie du genre, quelle que soit la sous-discipline. Donc, les dynamiques sociales de l'Antiquité sont complexes, comme les nôtres, et donc de l'Antiquité ou d'autres périodes, et il faut vraiment essayer d'être le plus nuancé possible, à la fois dans la recherche et dans la manière dont on présente ensuite ces travaux dans les musées et les expositions. Voilà, je vous remercie, et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci Isabelle. Donc, on a eu beaucoup d'input très intéressants pour la réflexion. J'ai quelques questions, mais j'attends avant que les étudiants posent leurs propres questions. Peut-être vous pouvez réfléchir un peu à propos des musées que nous avons visités dans le cadre des différents cours, spécialement de ces cours de muséologie de l'art et de l'archéologie, et voir un peu si à quel type de modèle correspondent les expositions que nous avons vues. Alors, je me lance. Quelque chose que j'ai trouvé très intéressant en visitant la galerie de l'homme dont vous avez parlé, justement, c'est que très souvent, la femme, elle est réduite à son rôle de reproduction, en fait. On ne mentionne la femme que lorsqu'on parle de l'accouchement, etc., alors que l'homme est autorisé à avoir tous les rôles possibles dans la société. Et donc, voilà, je trouvais ça intéressant. C'est plus une remarque. Oui, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les musées, hein. Même dans la recherche aussi, quand vous lisez des publications, on a tendance à renvoyer les femmes à leur côté naturel, un pseudo-naturel, qui est celui de ce serait naturel d'avoir des enfants, de s'occuper des enfants, avec ce mythe de l'instinct maternel et tout. Et donc, effectivement, on a tendance à représenter les femmes dans ces tâches-là, des tâches domestiques, des tâches de soins,
Vraiment, cette notion qu'on appelle en anglais le care, C-A-R-E, qui englobe vraiment toute cette idée de soins à la communauté, à la famille, aux enfants, et qui serait assignée d'une manière biologique et presque naturelle aux femmes. Et donc, à l'inverse, on retrouve les hommes dans des positions actives, comme étant des créateurs, des inventeurs, etc. Et vraiment, les femmes sont reléguées à l'arrière-plan, et quand on les mentionne, ce sont dans des rôles effectivement liés à la reproduction. Merci. Les étudiants qui n'ont peut-être pas accès au micro peuvent écrire dans le chat les questions. Elina, tu as une question aussi? Non, moi j'ai pas trop de questions et c'est assez difficile d'associer ça aux expositions qu'on a vues, mais en tout cas ça nous invite à être plus attentifs à l'avenir, à ce qu'on va voir dans les musées et vraiment de porter une attention aux questions de genre. Et je trouve que ça se renvoie beaucoup aussi, c'est la même chose en fait dans l'histoire de l'art et aux femmes artistes, donc pour relier les deux disciplines qu'on étudie. En fait, une fois qu'on commence à chercher ce genre de choses dans les musées, on le trouve très facilement, malheureusement. Moi, j'avais une question. Donc, on parlait de la galerie de l'homme et vous avez un peu recensé les pronoms il, elle, les références à l'homme ou à la femme. Et alors, moi, je voulais avoir votre avis vis-à-vis de l'utilisation du pronom yel, qui a été justement qui est entré dans les dictionnaires, en tout cas dans le Robert, donc qui serait potentiellement valable pour une exposition muséale, pour voir si pour vous c'est quelque chose de valable, de plus appréciable qu'un pronom il ou elle. Ça reste compliqué parce que l'écriture inclusive, ça peut susciter beaucoup de mauvaises réactions. Et donc, il suffit de penser que l'écriture inclusive, par exemple, l'Académie française s'est placée contre ça. Et donc, imposer, par exemple, à un public dans un musée une exposition entière où il y aurait des pronoms yel, serait une très bonne chose, probablement, mais ça va susciter des réactions, je pense, qui vont être très extrêmes, très positives d'un côté, très négatives de l'autre. Il existe des tournures de phrases qui permettent souvent de contourner l'obstacle de l'utilisation de noms féminins ou masculins. Exemple, on utilise humain, préhumain, humanité pour parler à la fois des hommes et des femmes. Il faut sortir aussi de ce mythe que le mot homme avec un H majuscule est un mot neutre et universel. Bien sûr que non, ça renvoie évidemment au masculin. Donc il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Je ne sais pas si l'utilisation du YEL est forcément la bonne solution, mais en tout cas, je pense qu'il y a des tournures en tout cas qui, pour l'instant, avant qu'on en arrive là, avant que le public soit prêt peut-être à ça, il y a d'autres tournures qui nous permettraient de sortir dans une bonne partie de ces textes de cette dichotomie masculin-féminin. Merci. Vous avez encore d'autres questions? Il y a Anoa à la main levée, oui. Moi, j'ai une question. On a abordé un problème qui est vraiment très, très global, qui est même sociétal. Et je pense que la visibilité peut permettre de changer ce problème. Est-ce que vous pensez que... Enfin, c'est un peu la problématique du serpent qui se mord la queue, parce qu'on a un problème vraiment très, très large et sociétal qui transparaît dans la façon de présenter les choses en exposition. Est-ce que vous croyez que l'avancée doit d'abord se faire dans la présentation ou d'abord se faire dans la société et, ou ensemble? Je ne sais pas, est-ce que vous auriez une partie de réponse?
S'il y avait une solution miracle, je pense qu'on aurait déjà essayé de la mettre en œuvre. Malheureusement, il n'y en a pas. Je pense qu'il faut essayer de mettre en place toutes les stratégies qu'on peut, là où on le peut, quand on le peut. Et à l'heure actuelle, c'est illusoire de vouloir faire changer toute la société. On sait en théorie ce qui devrait être fait. Il faudrait éduquer différemment les enfants pour en une génération, 2 générations, essayer de gommer tous ces stéréotypes sexistes. Mais quand vous voyez en France, il y a quelques années, les manifs pour tous, toutes ces manifestations qui se sont élevées contre les ABCD de l'égalité, qui visaient justement à essayer d'éduquer les enfants en leur ouvrant les yeux sur les stéréotypes et en leur montrant que la société est plurielle et pleine de diversité, on se dit que la société, pour l'instant, n'est pas prête. Donc, je pense qu'il faut mener des actions plus petites pour l'instant, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Ce serait évidemment la méthode à mettre en place, mais c'est pas comme ça malheureusement que ça peut fonctionner à l'heure actuelle. Donc quand il y a des expositions qui peuvent le faire, c'est toujours bien de commencer à son échelle là où c'est possible. Par exemple, le musée archéologique de Madrid, j'en ai pas parlé, mais dans les salles d'exposition consacrées à la Grèce, se sont lancés dans un réaménagement il y a quelques années des salles et présentent à la fois d'un côté de la galerie la vision masculine de la vie dans la société grecque et en parallèle la vision féminine de la vie dans la société grecque. Et les deux sont mis en parallèle. Évidemment, il y a des rôles de genre très stéréotypés dans la société grecque, mais ça permet de montrer à la fois un point de vue féminin et un point de vue masculin. Et donc de mettre aussi en avant des stéréotypes qui sont mis en place par les Grecs eux-mêmes et comment eux arrivent à imposer une domination au groupe des femmes et à d'autres types de groupes qui sont en dehors de leur société pour pouvoir fonctionner. Donc ça permet aussi d'éclairer le fait qu'il y a des fonctionnements sociaux qui sont différents des nôtres et de pouvoir comparer notre société par rapport à la leur. De voir, OK, qu'est-ce qui est différent chez nous, qu'est-ce qui est pareil, et qu'est-ce que nous, on pourrait éventuellement changer pour sortir de ces stéréotypes. Merci. Oriane? Oui, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui. Alors, moi, c'est plus une remarque que vraiment une question, mais plusieurs fois dans votre présentation, j'ai fait le lien avec beaucoup de vidéos YouTube que j'ai vues récemment. Et donc, je pensais au fait, à l'importance des réseaux sociaux dans cette problématique et au fait que je trouve que souvent les musées devraient peut-être plus travailler en lien avec les réseaux sociaux pour mettre ces problématiques en avant, etc. Et voilà, il y a beaucoup de vidéos YouTube de vulgarisation qui parlent de ces sujets féministes et des femmes invisibilisées dans la recherche, etc. Oui, il y a certains musées qui peuvent parfois le faire. Quand l'exposition Archéosexisme s'est retrouvée au musée archéologique de Namur, ils ont monté en parallèle une petite exposition sur la question justement de l'interprétation des objets archéologiques en lien avec les questions de genre. Et ils présentaient par exemple une vidéo de la youtubeuse Manon Bril qui parlait du sexisme en archéologie. Donc, il y a certains musées qui font ce genre de choses. Tous les musées ne le font pas. Et puis, bien souvent aussi, la plupart des gens qui travaillent sur les questions de genre, en tout cas dans le monde francophone, ne sont pas des gens qui ont des postes dans les universités qui leur permettraient de former des étudiants ou dans les musées qui leur permettraient justement de pouvoir bousculer un peu les choses dans les expositions. Il commence maintenant à y avoir des choses dans le monde francophone, mais on est très en retard par rapport à d'autres pays. L'archéologie du genre s'est développée vraiment très tard en France, en Belgique francophone, alors que, je vous le disais, ça s'est développé aux États-Unis, en Norvège dans les années 80. L'Espagne, ça fait 20 ans qu'ils travaillent sur les questions de genre dans les expositions. Et pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui est fait de notre côté.
Ok, je vais poser aussi des questions, mais si les étudiants ont encore, n'hésitez pas à lever les mains. Et en effet, je vais inverter un peu l'ordre et poser une question que je n'avais pas pensé avant, mais à propos de ces commentaires d'Oriane, les questions des réseaux sociaux. Je pense exactement qu'on a encore une question peut-être à réfléchir si les mondes scientifiques, les universités ne pouvaient pas être plus perméables aux sources des réseaux sociaux, aux sources numériques, parce que, comme vous avez dit, il y a le besoin de bouger les choses un peu plus vite, la société change très vite et les musées, l'université sont des machines très lourdes et je vois que parfois on perd parce que les étudiants peuvent s'imprégner de nouvelles idées, des idées originales par les réseaux sociaux, mais ce genre de source n'est pas très bien accepté, par exemple, comme source pour un mémoire. Et maintenant, exactement, j'ai une mémorante qui je sais qu'elle a beaucoup appris avec les visioconférences, les lives, et spécialement dans la période du Covid. Nous avons beaucoup utilisé ce genre de production de matériel maintenant. Nous sommes exactement en train de produire un peu plus de matériel pour les réseaux sociaux, mais finalement, comment on peut surmonter ces préjugés de l'université par rapport à ces sources un peu alternatives? C'est compliqué, mais je pense que là, en fait, ça doit être un travail collectif. Il faut utiliser de plus en plus, et de plus en plus de gens doivent utiliser ces sources-là, parce que il y a des tas de personnes sur les réseaux sociaux qui font des choses formidables, qui ont des blogs de recherche, souvent des jeunes doctorants, doctorantes surtout, en France, qui travaillent sur les questions de genre en histoire de l'art ou en archéologie, qui ont des blogs qui ne sont pas utilisés comme sources et qui se plaignent souvent de ça en disant « Ah, mais j'ai l'impression qu'on a repris mes recherches ou ce que j'ai mis sur mon blog, mais on ne me cite pas. Pourquoi ? Parce qu'un blog, par rapport à une publication scientifique, ça a l'air d'être un peu moins bien. Mais au final, ça reste quand même une production qui a été faite par un chercheur. Donc, il n'y a pas de raison pour laquelle on ne pourrait pas l'utiliser. Dire le format blog est plus court qu'un article, mais ce n'est pas parce que c'est un blog que c'est forcément moins bien sourcé qu'un article scientifique. Donc, ça, c'est une question de travail collectif. Il faut que tout le monde s'y mette. Et quand il y a des publications qui sont bonnes et qui sont en dehors des réseaux académiques classiques, il ne faut pas hésiter à les utiliser. Merci. Et une autre question que j'avais déjà prévue, c'est exactement cette question un peu géopolitique de l'archéologie des genres, parce que nous avons vu que vous mentionnez souvent des musées espagnols, et spécialement des bons exemples. Et c'est vrai que la littérature aussi que vous mentionnez, c'est plutôt en anglais. Donc, voir un peu d'où vient cette production plus à jour par rapport aux questions d'archéologie des genres. Et en parallèle, par exemple, je me rappelle toujours de comment j'ai appris l'archéologie. J'ai fait un master en archéologie qui n'était pas du tout structuré par période. Donc, au Brésil, on travaille avec archéologie historique et précoloniale, on ne dit pas préhistorique, mais les cours ne se structurent pas sur cette base, on structure plutôt sur des sujets. Donc, j'avais eu des cours d'ethnoarchéologie, j'ai eu cours d'archéologie historique plus qu'un, j'ai eu cours d'archéologie
muséalisation de l'archéologie et beaucoup de cours de théorie archéologique. Et dans ces cours, on parlait plutôt d'une partition, disons, comme archéologie historique culturelle, processuelle, post-processuelle, qui est une chose que je n'entends pas ici en Belgique, et je pense qu'exactement cette archéologie post-processuelle, qui est une archéologie interprétative, elle donne beaucoup d'occasions de discuter ce genre de sujets que nous sommes en train de discuter aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez peut-être, en étant plus dedans l'archéologie que moi, nous parler quelle est quelles sont les conséquences peut-être de l'absence de cette archéologie processuelle, ou sinon, absence, peut-être je me trompe, mais qu'elle soit moins importante, qu'elle soit moins visible ici en Belgique? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. En premier lieu, il y a la manière dont effectivement sont structurés les cours. Et donc, effectivement, chez nous, on a tendance à apprendre par période. On a des cours sur l'Antiquité, sur le Moyen-Âge, etc. Alors qu'aux États-Unis, pourquoi ça s'est développé si bien si tôt? Probablement parce que les cours d'archéologie et d'anthropologie sont donnés dans la même faculté. Et donc, il y a des liens très faciles et très évidents à faire entre des gens qui travaillent dans des laboratoires qui sont très proches, dans la même faculté. Donc, c'est pas étonnant que ça ait si bien marché. En Norvège, je ne saurais pas dire exactement c'est quoi le facteur, mais ça tient probablement aussi parfois à un facteur chance. Il faut qu'il y ait des individus qui soient intéressés par le sujet à certains moments. Je pense que c'est comme ça, par exemple, que la question de la muséologie en Espagne, ça s'est développé aussi. Il y a quelques personnes qui se sont emparées du sujet il y a 20 ans et ça a fait vraiment effet boule de neige. Et maintenant, il y a énormément de chercheuses et quelques chercheurs qui travaillent sur ces questions-là. En France et en Belgique, on n'a pas du tout ces liens qui sont faits entre les champs de l'anthropologie, de l'ethnologie et de la sociologie et les champs de l'archéologie. C'est des facultés qui sont séparées. Ensuite, en tout cas pour la France, il y a ce côté universaliste. Donc, ils ont tendance à vouloir gommer les différences au profit de l'universalisme et de dire qu'il y a une forme d'unicité dans la société et que de commencer à essayer de montrer qu'il y a des discriminations entre différents groupes, c'est gommer l'universalisme à la française. Et donc, c'est pour ça aussi, je pense que ça s'est beaucoup moins facilement implanté en France, plus le fait aussi que ça a un côté très théorique. En tout cas, les premières publications en archéologie du genre sont parfois très théoriques, basées aussi sur des recherches théoriques sur le féminisme, les women's studies. Et donc, c'est parfois très indigeste et ça n'a pas forcément été traduit vers le français, à l'inverse de certaines autres études. Donc, par exemple, en histoire, il y a eu quelques articles en anglais qui ont été traduits vers le français. Et si je prends la discipline de l'histoire, depuis les années 70-80, ils ont utilisé le genre pour travailler sur toute une série de périodes, y compris l'Antiquité, le Moyen-Âge, ça commence vraiment à se développer. Donc, il y a vraiment une grande tradition en histoire. Par contre, en archéologie, ça n'a pas pris du tout. Et c'est seulement depuis les années 2010 qu'on voit vraiment des travaux en archéologie qui intègrent la dimension du genre. Ok. Zélie? Oui, vous m'entendez? Oui. Ok, c'est parce que, en fait, pendant votre présentation, ce qui est ressorti, je pense, pour une plus grande visibilité des femmes dans les musées, c'est deux critères, en fait. Premièrement, la neutralisation du langage, d'essayer de penser à l'humanité en général et pas la femme et l'homme. Et deuxièmement, la mise en valeur des expériences typiquement féminines. Et donc finalement, c'est deux choses qui sont assez contradictoires. Je me demandais comment c'est possible de les réconcilier, en fait. En fait, il y a cette idée que, en fait, dans les musées, on a tendance à valoriser les activités masculines. Et souvent aussi,
les activités masculines laissent plus de traces que les activités féminines, ou en tout cas que ce qu'on considère comme des activités féminines. Donc, par exemple, si je prends la préhistoire, les outils en pierre taillée, on a tendance à associer ça aux hommes. L'armement aux périodes proto-historiques, on a tendance à associer ça aux hommes. Vous allez avoir des vitrines complètes où vous allez avoir des poignards, des haches, des hallebardes, etc. Derrière, les activités des femmes, ça va être par exemple quoi? Les textiles. Les textiles, ça laisse pas de traces. La vannerie, ça laisse pas de traces. Donc, à moins d'être dans des contextes bien précis, très humides ou très secs, les productions qui sont réalisées par les femmes ne laissent pas de traces et ne sont donc pas visibles dans les musées. Donc, il y a déjà un problème avec les objets qu'on a du passé, et parmi lesquels les conservateurs vont sélectionner pour pouvoir mettre ensuite dans leur vitrine. Pour moi, il n'y a pas vraiment de contradiction entre les vitrines et les textes, dans le sens où il faut revaloriser les activités des femmes. L'idéal serait d'avoir 50% de vitrines qui présentent des activités menées par des femmes et 50% des vitrines qui présentent des activités menées par les hommes. Évidemment, quand on n'a pas le matériel, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas de contradiction pour moi. Pourquoi? Parce que le texte, c'est pas une question juste de chiffres et de dire simplement il faut à 50% qu'on parle d'hommes et à 50% qu'on parle de femmes. Il y a la qualité du texte aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas présenter trop de stéréotypes. C'est-à-dire qu'il faut éviter de projeter nos stéréotypes. Maintenant, on est bien d'accord qu'on a probablement affaire à des sociétés qui sont elles-mêmes stéréotypées. Et donc, quand on présente une vitrine sur la Grèce antique qui vous montre les activités des femmes, qui sont des activités qui se passent à l'intérieur de la maison, où elles fabriquent du textile, où elles s'occupent des tâches domestiques, etc. Et que de l'autre, vous avez une vitrine où vous allez avoir, par exemple, l'homme en tant que citoyen, avec des objets qui renvoient à sa qualité de citoyen, avec sa condition de soldat, etc. Évidemment, on est dans des rôles de genre qui sont très stéréotypés, parce que la société fonctionnait comme ça. Donc, on ne peut pas faire autrement que de présenter les stéréotypes. Maintenant, on peut mettre en avant dans les textes le fait que la société est stéréotypée. Et donc, c'est pour ça que pour moi, il n'y a pas de contradiction. On présente ce qui existe, et ce qui existe est stéréotypé. D'accord, merci. Bon, j'ai encore une dernière question. Après, je vais vous inviter à rester un peu après que je coupe l'enregistrement. Mais je voudrais vous demander à propos de la réception de vos articles, vos publications, si par exemple vous avez eu des retours de lecteurs qui rejectent ou qui critiquent en pensant que c'est trop militant, que c'est pas neutre, qui exige ou qui imagine qu'il existe cette neutralité dans les textes scientifiques, etc. Donc, je voudrais savoir un peu les retours. De manière générale, on a tendance à parler devant un public assez convaincu. Donc, quand on est face à des gens qui ne sont pas convaincus, on peut parfois avoir des réactions extrêmes. Moi, j'ai jamais eu de clash personnellement dans une conférence. Dans des conférences grand public, j'ai parfois des hommes qui sont partis de la conférence. Ça arrive, on ne peut pas convaincre tout le monde. Mais bon, on essaye de présenter, en tout cas dans la majorité des cas, ça se passe bien. Et ça a tendance aussi à ouvrir les yeux de pas mal de gens qui se disent « Ah, mais j'avais jamais pensé à ça, j'avais jamais regardé ça dans les musées, ou j'avais jamais pensé à tel aspect quand je faisais mes recherches. » Donc ça reste toujours des retours intéressants. Après, c'est vrai que ça arrive souvent. Mais ça, je pense que tous les gens qui travaillent sur les questions de genre ont eu ça à un moment, d'avoir ces critiques sur le fait qu'on fait du militantisme et pas de la recherche. Et au final, ça reste des critiques qui montrent surtout la méconnaissance du sujet de la part des gens qui émettent la critique. Parce que
on ne fait pas du militantisme forcément. On a une démarche qui est tout à fait scientifique. On utilise des recherches scientifiques qui sont menées depuis 50 ou 60 ans. On utilise des travaux issus de la sociologie qui montrent bien que les phénomènes de sexisme existent. Et donc, on n'est pas là pour mettre en avant... Enfin, on peut le faire. Hein. On a des activités avec le groupe Peytat-Ruel qui sont des activités plus liées au militantisme. Mais en tout cas, dans la recherche scientifique, on développe des approches qui sont les plus rigoureuses possibles en utilisant tout ce qui est mis à notre disposition comme recherche préexistante. Bom, merci beaucoup. C'était vraiment une matinée très riche, cette intervention dans le cadre du cours Muséologie de l'art et de l'archéologie. On a ici pas uniquement des étudiants en muséologie, mais aussi étudiantes qui vont suivre dans l'histoire de l'art. Donc, j'espère que ça soit pas uniquement qu'on n'attire pas uniquement votre attention pour un regard critique par rapport aux musées, aux expositions que vous visitez, mais spécialement les muséologues qui, dans l'avenir, vous profitez ces enseignements, ces réflexions pour votre pratique aussi dans la construction des discours muséologiques. Je vais couper l'enregistrement, mais je vous demande d'attendre un peu.